13h30, l'information reprend ses droits sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici le sommaire de la grande édition. Environnement vers une loi d'orientation nationale pour une valorisation des déchets. Le but du programme national de gestion des déchets est de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations sur tout le territoire national. Ebola, les populations n'ont plus le sommeil tranquille depuis l'annonce du Guinéen infecté qui s'est réfugié au Sénégal. Les gens paniquent, les bouchers surtout. La rédaction fait un zoom sur ce métier sensible à l'heure actuelle. Ebola toujours, le président américain exprime son soutien aux pays touchés. Barack Obama s'est adressé au peuple d'Afrique de l'Ouest, leur assurant du soutien des États-Unis. Et puis en sport historique, c'est bien le mot, les Lions du Sénégal, les Lions du basketball disputeront le second tour de la Coupe du Monde espagnole malgré leur deuxième défaite contre l'Argentine 46-81. Et justement, voici pour les titres, le développement ce sera dans une poignée de secondes. Merci de nous recevoir chez vous et ravi de vous retrouver également. Et nous démarrons cette édition par le procès Karim Wade, le procès qui commence à prendre une tournure inquiétante après un refus catégorique de Karim Wade de répondre aux questions du parquet spécial et une forte insistance du président. Les avocats de la défense ont récusé séance tenante la cour. Maître Clédor Ciré Ly, qui au nom de ses collègues a formulé et rédigé une requête qui confirme les propos de l'ancien ministre d'infrastructure. Nous écoutons Maître Clédor Ly au micro de Babacar Junior Fall. Que chaque fois qu'il y a un incident opposant les avocats déprovenus aux avocats de la partie civile, c'est la Cour qui elle-même prend la défense des avocats de la partie civile et qui répond à sa place. Si nous sommes devant une cour, c'est pour parler, c'est pour défendre les droits de nos clients. Les juges se sont dévoilés. Une décision est déjà prise et qu'ils ont hâte de prononcer cette décision et que l'objectif visé est un objectif personnel du président de la République qui a un programme. Ce programme, c'est que Karim ne devrait pas pouvoir se présenter. Mais en vérité, c'est l'autorité politique qui a donné sa décision et aujourd'hui, les gens sont en mission commandée. Et nous pensons aujourd'hui que pour au moins l'image du Sénégal et pour les droits des citoyens, nous invitons la Cour à arrêter ce procès en attendant que le premier président statue sur la requête en récusation. Il ne garantit pas un procès équitable. On dit qu'on ne veut plus de vous, vous dites moi non plus. Et quand vous dites moi non plus et que vous avez le pouvoir d'égorger, vous égorgez. Justement, l'un des 5 co-inculpés de Karim Wade a nié avoir commis le délit de complicité d'enrichissement illicite pour lequel il comparaît devant la CREI. Il dément justement devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite avoir servi de prête-nom à Karim Wade dans la création de la société AHS, active dans l'assistance au sol des compagnies de transport aérien. Il a éludé plusieurs questions du président de la CREI, Henri Grégoire Diop, et de ses assesseurs. Et comme Karim Wade papouille, dit qu'il ne répondrait plus à aucune question tant que Bibo Bourgi ne sera pas là. Et justement, nous parlons de Bibo Bourgi. Son état de santé est toujours inquiétant.
Politique, nous parlons environnement. Une loi d'orientation nationale sur la gestion des déchets sera bientôt votée pour mettre en place un cadre réglementaire approprié en vue d'une meilleure amélioration du cadre de vie des populations. Le ministère de l'Aménagement des territoires et des collectivités locales s'est regroupé ce mercredi matin autour d'une table pour partager avec la presse son ambition de valoriser les déchets au Sénégal à travers le PNGD, Programme national de gestion des déchets. Ndeye Amina Gueye. 3P, le programme priorité de propreté est lancé dans l'objectif de faire du Sénégal un pays sans déchets. Ainsi, c'est dans cette optique qu'est né le PNGD, Programme national de gestion des déchets, qui est aujourd'hui génératrice de revenus. Aujourd'hui, relativement donc aux déchets, je pense qu'il faut reconnaître que la situation est grave. Donc aujourd'hui, le Sénégal est assis à la limite sur une bombe écologique. Nous avons des déchets partout, à l'entrée de nos villes, à la sortie de nos localités, à l'intérieur même des localités, ce qui fait qu'aujourd'hui l'État en a fait une priorité. Nous avons voulu quand même opter une rupture dans la gestion des déchets, considérant effectivement le nouveau paradigme, c'est-à-dire la base, le fondement même de cette stratégie nationale qui repose sur effectivement la valorisation du pouvoir économique des déchets. Tout un processus est mis en place pour une bonne gestion du programme 3P. Ainsi, tous les secteurs sont impliqués dans cette approche du gouvernement qui vise un Sénégal propre et prospère. On interroge sur la production, c'est-à-dire aujourd'hui, le premier point de la stratégie, c'est la réduction des déchets. D'abord au niveau de la production. Après, le conditionnement qui soit bien assuré, en tenant compte de l'ensemble des contraintes et des opportunités offertes pour le conditionnement des déchets, la pré-collecte, la collecte, le transport, la valorisation, qui est vraiment le point nodal de la stratégie. Dans cette approche systémique, il faut comprendre qu'il y a une interrelation avec d'autres secteurs. La santé est invitée dans cette stratégie, le tourisme est l'économie est invitée, parce qu'aujourd'hui à travers les déchets, on peut quand même créer de la richesse, on peut disposer de matières premières. Désormais, avec ce programme, le taux de chômage sera réduit au Sénégal car il est pourvoyeur d'emplois. La conception elle est nationale, l'exécution elle est locale. Donc aujourd'hui les collecteurs sont en train effectivement de travailler avec leur employeur qui est en train de prendre les dispositions nécessaires pour les mettre dans des conditions. Mais effectivement, un des piliers quand même du secteur, c'est ce qui touche la réforme juridique. C'est-à-dire aujourd'hui, ce secteur va être mieux encadré juridiquement sur tous les aspects de gestion pour permettre quand même aux gens de bien gérer la chose. Pour la réussite de ce programme, l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, compte sur une approche participative et inclusive de toutes les couches de la société. Dès lors, le Sénégal peut espérer avec ce programme avoir un visage plus radieux. Ndeye Amina Gueye, après l'environnement, nous parlons des habitations. Et oui, les maisons s'effondrent, des victimes tombent. Les habitants sont sous le choc. C'est une réalité que le Sénégal vit depuis des années dans de nombreux quartiers. Et cette fois-ci, c'était au tour des habitants du quartier de Niaritali de vivre cette dure réalité. Plusieurs éléments viennent s'imbriquer pour provoquer ce drame et nous rappeler que la problématique est bien plus complexe que nous le croyons. Une problématique d'ailleurs où vétusté, manque d'entretien, mauvaise qualité du ciment et laisser-aller forment une liste d'ingrédients néfastes pour les habitants. Soda Diakhoumpa, reportage. L'immeuble s'est effondré dans tel quartier, une dalle ou une maison s'est écroulée dans telle autre localité. Une phrase qui alimente le quotidien des Sénégalais. Des maisons qui datent de longtemps et qui doivent être rasées selon ces populations. Quand il s'agit de fissures et de bâtiments qui doivent s'effondrer, je crois que les autorités doivent prendre leurs responsabilités, comme je l'ai dit tantôt. Bien sûr que ces maisons doivent être détruites et délocaliser les occupants dans d'autres habitations. Ce vieux ne mesure pas la gravité des risques pris par les habitants de cette maison. Il n'y a pas de danger, les habitants sont en sécurité, même si c'est un vieux bâtiment, c'est solide. Hein? Face à notre caméra, ces habitants nous ont fermé leurs portes. À en croire ce maçon, la faute est à imputer aux propriétaires qui aiment la facilité et au manque de qualité du ciment. C'est la faute aux propriétaires. Ils aiment trop la facilité alors que le ciment a perdu sa dose d'origine.
La qualité du ciment est médiocre. Nous prions pour qu'on revoie la qualité du ciment. Bien sûr que ces maisons doivent être détruites et délocaliser les occupants dans d'autres habitations. Il n'y a pas de danger, les habitants sont en sécurité, même si c'est un vieux bâtiment, c'est solide. Hein? Une situation qui interpelle tous les acteurs. Chacun doit jouer sa partition pour exiger ou garantir les conditions de sécurité dans la construction, la mise en service et l'exploitation des logements au grand bénéfice de tout le monde. Voilà un rendez-vous respecté par Mohamedou Diallo comme tous les mercredis. Il est question du dossier de l'éducation et cette fois-ci Mohamedou Diallo revient sur les assises de l'éducation et une partie importante du budget sénégalais est allouée à l'éducation. Pourtant, l'école sénégalaise fait face à de multiples problèmes 33 ans après les états généraux de l'éducation et de la formation. Ainsi, pour donner un nouveau souffle au système éducatif sénégalais, les assises nationales se sont tenues du 28 au 30 août 2014, on se rappelle déjà. À l'issue de ces concertations, des recommandations de taille ont été livrées au gouvernement. Ces assises sont l'aboutissement de près d'un an de recherche de solutions structurelles aux problèmes qui plombent l'éducation sénégalaise. 33 ans après les états généraux de l'éducation et de la formation, il urge d'apporter des innovations de taille pour refonder l'école sénégalaise. Celle-ci devra se matérialiser par la promotion de la paix, de la qualité, de l'équité et du civisme dans le milieu scolaire, mais aussi par un retour à nos valeurs culturelles, le tout avec un esprit entrepreneurial. Repose sur l'objectif instruit, socialisé et qualifié dans une perspective d'apprendre à apprendre et apprendre à entreprendre. Ce défi principal est articulé à d'autres défis aussi déclinés, compris comme des conditions et des facteurs de qualité. Notre pays est fier d'organiser cette importante rencontre pour revisiter son système éducatif. Mais je suis convaincu que l'éducation n'est pas seulement à l'école. La rue, les médias, la famille, nos dirigeants par nos comportements de tous les jours participent également à l'éducation. Tout le monde est interpellé. Nous avons le devoir de tenir compte de la fragilité de nos enfants, de tout faire pour les protéger et les préparer à affronter les défis de l'avenir. Puissent ces assises ouvrir de nouveaux et fréquents chantiers pour le renouveau de notre système éducatif. Les Dara ne seront pas en reste. De ces concertations sont sorties des recommandations pour une meilleure prise en charge de ces écoles ayant formé pas mal d'élites sénégalaises. Dans l'histoire du Sénégal, on a considéré que le Dara n'a jamais été en réalité considéré comme structure d'éducation. C'est une entité qui est là, qui est un peu mise à l'écart, mais aujourd'hui on est en train de voir que cela a été une grave erreur. Donc le président de la République l'a dit, on a grand espoir que finalement, enfin, le Dara va être pris en compte dans le système comme une structure d'éducation et de formation. Du pacte de stabilité du système scolaire au serment de l'enseignant en passant par la présentation du code de déontologie de l'enseignant, voilà quelques gages de l'amélioration de l'éducation sénégalaise. Seulement l'application des conclusions issues de ces assises a été soulevée dans pas mal d'interventions. Sur ce plan, le Premier ministre rassure. S'agissant du statut social de l'enseignant, nous le construirons ensemble parce que ceci demeure les piliers irremplaçables de l'école, principal creuset d'éducation de nos enfants à venir de la nation. Cette fois-ci, les conclusions et recommandations seront mises en œuvre. Il n'y a pas à douter de l'effectivité de ces recommandations et de ces réformes qui sont proposées aujourd'hui parce que nous tous, nous sommes orientés vers ce que les anglo-saxons appellent le delivery. Lors de la cérémonie de clôture, chaque région a été représentée par un élève. Ces apprenants ne veulent qu'une seule chose, c'est étudier dans un milieu scolaire stable. Refonder l'école sénégalaise, c'est bâtir un nouveau projet de société sous-tendu par la promotion des filières scientifiques, du sport, mais aussi des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
À ce stade du journal, nous ouvrons la page internationale. Les djihadistes de l'État islamique en Irak ont revendiqué dans une vidéo ce mardi sur Internet la décapitation, d'un deuxième otage. Le journaliste Steven Stolloff a reporté le centre américain de surveillance des sites islamistes. La Maison-Blanche a authentifié la vidéo ce mercredi matin. Sur la vidéo, Steven Stolloff, vêtu d'une tenue orange qui rappelle l'uniforme des prisonniers de Guantanamo, agenouillé sous la tenace d'un bourreau masqué qui s'exprime en anglais et en arabe. Les conditions sont les mêmes pour James Foley, exécuté le 9 août par l'État islamique. La voix du bureau est la même. Si les services de renseignement le confirment, il s'agirait d'un ressortissant britannique qui a rejoint l'État islamique. Ce mardi soir, les questions qui se posent sont plutôt relatives aux conditions de la mort de Steven Stolloff. L'otage britannique est-il encore en vie? Car la famille du journaliste américain n'a pas de doute sur l'exécution du jeune homme. La mère de Steven Stolloff avait lancé un appel aux ravisseurs de son fils. Voilà quelques jours, affolé à juste titre par la mort de James Foley, pressentant le pire, supplié le geôlier d'épargner son fils, alors que les raids américains en Irak se sont poursuivis. Les présidents ukrainiens Petro Poroshenko et russe Vladimir Poutine se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu permanent dans l'est de l'Ukraine. L'annonce a été faite ce mercredi par la présidence ukrainienne à l'issue d'une conversation téléphonique entre Poroshenko et Poutine. La Russie, elle, maintient le flou sur le cessez-le-feu et propose un plan de sortie de crise à Marasuma. Les deux chefs d'État sont tombés d'accord sur un cessez-le-feu, notamment dans le bassin minier de l'Est qui comprend les régions de Donetsk et de Lugansk en proie à de violents combats, selon un communiqué de la présidence ukrainienne. Nous avons tout simplement besoin d'un répit, a expliqué à l'AFP un haut responsable à Kiev sous couvert de l'anonymat. Il assure que la présidence ukrainienne n'avait toutefois pas l'intention de geler le conflit, car cela signifierait détruire l'Ukraine et le président ukrainien en est conscient. La Russie de son côté joue sur les mots et affirme qu'elle ne peut physiquement conclure un cessez-le-feu car elle n'est pas partie au conflit. Le président russe Vladimir Poutine a ainsi présenté un plan de règlement de la crise en Ukraine en 7 points, parmi lesquels la fin des offensives de l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes, ainsi qu'un échange de prisonniers. Pendant ce temps, Barack Obama, en visite en Estonie, a appelé l'OTAN à aider à renforcer les défenses de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Des déclarations qui interviennent à la veille du sommet de l'OTAN, en marge duquel le président ukrainien doit rencontrer son homologue américain, Barack Obama, avant d'être reçu le 18 septembre à la Maison-Blanche. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique virale au Sénégal, la panique s'est installée. Conséquence, les bouchers mettent donc les bouchées doubles pour combattre Ebola. Nos reporters Aïcha Tchamdiam et Mariam Si ont fait un tour au marché 6. Suivez plutôt. À Médina, ils sont nombreux, les vendeurs de viande. Certains vendent de la viande crue, d'autres s'activent à préparer des brochettes et ces ventes ont tous pignon sur rue. Concernant les mesures préventives contre le virus hémorragique Ebola, les vendeurs donnent leur avis. Le commerce marche très bien et rien n'a changé. Grâce à Dieu, on se lave les mains avant de faire quoi que ce soit. Ce vendeur de Tangana, lui aussi, a sa manière de se prévenir contre toute menace. Ici, comme vous le voyez, il y a 3 seaux, c'est juste pour les clients, et l'eau est mélangée avec l'eau de javel. Juste pour vous dire que c'est la propreté totale ici dans mon Tangana. D'autres estiment par contre que les mesures d'hygiène doivent être la mise tout le temps, pas seulement pour lutter contre Ebola. Les mesures, donc, surtout pour l'hygiène, par rapport à l'hygiène, c'est connu de tous. Les médias ne cessent d'en parler. Il y a l'eau de javel, se laver fréquemment les mains, éviter au maximum donc, de serrer la main comme on le fait à la sénégalaise. Vous voyez, et puis voir la fréquentation, voir les gens à qui quand même, enfin les gens qu'on doit fréquenter. Avant Ebola, ça n'y a pas de prévention.
Nous, avant même l'apparition de cette maladie Ebola, on prenait toujours des mesures d'hygiène. Il y a toujours un seau rempli d'eau et mélangé avec de l'eau de javel. Il y a aussi le robinet à l'intérieur et les clients se lavent les mains avant de manger. Moi, ce que je dis aux parents, c'est de bien garder leurs enfants à la maison, car il y a trop de microbes dans la rue. Ebola, cette maladie mystérieuse a créé un vent de panique au sein de la population depuis qu'un malade guinéen s'est introduit sur le sol sénégalais. Mais en tout état de cause, prévenir vaut mieux que guérir. Barack Obama s'est adressé ce mercredi au peuple d'Afrique de l'Ouest, notamment le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et puis le Nigeria, les pays touchés par l'épidémie d'Ebola, leur assurant du soutien des États-Unis. Au nom du peuple américain, je veux que vous sachiez que nos prières accompagnent ceux qui ont perdu des êtres chers lors de cette terrible maladie, a dit Barack Obama dans ce message. En collaboration avec nos partenaires à travers le monde, les États-Unis travaillent avec vos gouvernements pour contribuer à stopper cette maladie. Le président américain est revenu sur les modes de transmission de la maladie et les conditions dans lesquelles travaillent les agents sanitaires. Au peuple d'Afrique de l'Ouest, il a assuré: vous n'êtes pas seuls, ensemble nous pouvons soigner ceux qui sont malades dans le respect et la dignité. Nous pouvons sauver des vies et nos pays peuvent travailler ensemble pour améliorer la santé publique afin que ce genre de flambée ne se produise plus. Nous ouvrons la page sportive de cette édition avant de la boucler. L'équipe nationale de basketball se qualifie pour la première fois de son histoire en 8e de finale de Coupe du Monde, malgré sa défaite contre l'Argentine, 81-46. La première victoire du Porto Rico dans ce mondial en Espagne, face aux Philippines 77-73, hier pour beaucoup, puisqu'elle condamne les deux équipes précitées au bas du tableau. Ce avant même le dernier match des Lions demain contre les Philippines. En dépit de son échec face à l'Argentine ce mercredi, le Sénégal compte 6 points en 4 matchs et figure parmi les 4 équipes les mieux classé dans sa poule, lui garantissant ainsi le prochain tour. Chersa et ses lieutenants peuvent être fiers d'eux, puisque pour la première fois en 4 participations en Coupe du Monde, le basketball sénégalais est au plus haut niveau mondial. De cette édition, merci de votre attention, au revoir et bonsoir.